Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode concernant les écrans avec notre partenaire Open. Aujourd'hui, je reçois Thomas qui va nous parler des premiers équipements, pour quel âge et quel type, et comment bien accompagner les premiers usages. Donc, bienvenue Thomas. Merci, Bonjour bonjour. et merci d'être présent pour nous parler d'un sujet qui est très important concernant les écrans. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter et après on rentrera dans le vif du sujet. Alors, Thomas Romer, donc je suis le directeur et le fondateur de l'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, qui est une association qui travaille aux côtés de la Maison Bleue depuis maintenant, plusieurs années pour Mhm. à la fois, former, les professionnels qui accueillent les enfants en crèche et puis, également, on se met de plus en plus parce que la Maison Bleue a décidé, de s'emparer de ce sujet important de la question des écrans. On a décidé de réfléchir ensemble à proposer des contenus et l'année dernière, on avait fait des webinaires ensemble et cette Oui. année, j'ai le plaisir, d'être, dans vos podcasts. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Donc, ce troisième épisode est consacré au premier équipement. Oui. Donc, on va voir comment intégrer progressivement le numérique dans une hygiène de vie quotidienne et puis mettre en place les bonnes pratiques et accompagner les premiers usages pour faciliter l'autonomisation des enfants. Alors, déjà, à quel âge un enfant peut-il avoir un smartphone? L'âge du premier smartphone, l'éternelle question qui souvent bouscule, pas mal de parents. Oui. C'est vrai que ce qu'on observe depuis, de nombreuses années, c'est quand même qu'on va globalement vers un rajeunissement en France, comme Mhm. beaucoup de pays, hein, du monde, en fait. Selon notre dernier, baromètre qu'on avait publié, fin 2024, on était, autour de 10-11 ans, pour le premier smartphone. Et quand on pose cette question, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est me semble-t-il, de venir questionner, le pourquoi de l'équipement. Parce que si on veut bien accompagner, y compris en tant que Bien professionnel sûr. mais aussi en tant qu'adulte, il faut réfléchir à ce qui nous motive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, je dirais presque à regret, c'est que, ce premier smartphone, il arrive souvent pour les mauvaises raisons. Il arrive souvent, on l'observe pour des raisons de réassurance des adultes, des parents qui s'imaginent encore en 2025 qu'ils vont pouvoir joindre leur enfant 24 heures sur 24, Ouais. 7 jours sur 7. Alors que, bah, on s'aperçoit rapidement que les 2 seules personnes auxquelles ne répond jamais un enfant au téléphone, c'est ses parents. Et donc, en fait, cet objet devient quand même une forme d'outil de réassurance, Oui. ce que moi j'appelle parfois un cordon ombilical virtuel Mhm. et qui, au fur et à mesure que les enfants vieillissent, a tendance à se transformer en laisse numérique et qui donc vient questionner la place de cet outil dans le maintien du lien, mais aussi avant tout comme, voilà, un outil qui va être destiné à rassurer les parents. Pourquoi? Bah, parce que, il faut constater qu'on est toutes et tous de plus en plus inquiets, angoissés. On vit dans une Bien sûr. société extrêmement anxiogène et que l'impact de ce qu'on appelle, qui a toujours existé en fait, hein, les faits divers, je pense à des faits divers comme la disparition du petit Émile et cetera, qui ont été matraqués par les chaînes d'infos et ça continue encore même 2 ans après. Bah, ça a un impact, assez négatif sur notre vision de la société et sur les risques que peuvent prendre nos enfants et tout ça vient, faire apparaître ce joli outil de plus en plus précocement dans la vie de nos enfants et donc
moi, ce que j'ai envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, voilà, questionnez-vous, posez-vous les bonnes questions. Et si c'est, uniquement pour vous rassurer, est-ce que c'est vraiment la peine? Est-ce qu'il y a pas d'autres moyens? Parce qu'en fin de compte, cet outil, c'est pas n'importe quel outil. On Non, parle bien d'un sûr. outil qui, est extrêmement puissant, qui permet potentiellement d'être en lien avec le monde entier, qui permet de faire des choses merveilleuses, mais qui peut aussi permettre de faire beaucoup de conneries, ou d'être en lien avec des personnes dont on ne souhaiterait pas que notre enfant, rencontre. Mmh. Et donc, voilà, ça c'est pas un acte anodin et ça mérite un véritable accompagnement de l'enfant et clairement avant, 10 ans, 11 ans, je vais dire avant l'entrée au collège, surtout pour ceux qui ont des trajets scolaires à faire, un enfant n'a clairement pas besoin d'un outil aussi puissant entre les mains, surtout que, bah, on sait toutes et tous que les parents n'ont pas le temps de les préparer, en fait. Bien sûr, ça c'est vrai. Alors, donc tu nous as donc là évoqué, vers quel âge, en gros, avoir un smartphone. Donc, est-ce que c'est adapté d'en avoir un? Tu as un peu répondu déjà à la question. Mais alors, que proposer d'autre? Alors, que proposer d'autre? Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment, il faut que, on le sait, hein, de toute façon, qu'on le veuille ou non et contrairement à ce que parfois nos hommes et nos femmes politiques, veulent nous faire croire, la Mmh mh. société, elle est vouée à devenir de plus en plus numérique. On le Mmh. sait, il y a pas besoin d'être devin, il y a pas besoin, de s'appeler Nostradamus pour pouvoir mesurer ça. On vit dans une société qui se digitalise, qu'on le veuille ou non. Donc l'enjeu, il est évidemment, de trouver cet équilibre délicat entre, bah, interdiction, comme toujours dans l'éducation et en même temps accompagnement, préparation de l'enfant à l'outil. Et je pense qu'aujourd'hui, commencer par le smartphone, c'est pas vraiment la bonne idée, pour toutes les raisons qu'on a évoquées Mmh. précédemment. Mais peut-être trouver des étapes intermédiaires. Nous, on aime bien souvent parler, par exemple, en fait, il faut que les parents, et les adultes que nous sommes, on réfléchisse à l'outil avec lequel on est le plus à l'aise et qui va permettre non pas de surprotéger l'enfant, mais de lui transmettre des compétences en vue de son Mmh. autonomisation dans les espaces, qu'ils soient numériques ou hors numérique. Et donc, par exemple, bah, un appareil photo numérique, ça peut faire un peu désuet justement à l'ère Mmh. des smartphones, mais quand on y réfléchit bien, acheter symboliquement un appareil photo numérique, c'est pas très cher maintenant. Ils font des petits appareils photo adaptés aux enfants. À l'âge de 5-6 ans, bah, c'est un super outil d'apprentissage. Pourquoi? Bah, parce que, souvent, bah, l'enfant il va mitrailler, Oui, on va on j'imagine va bien. on va on va recevoir, des centaines de photos qui n'ont aucun sens, mais pour nous. Et si on les lit et qu'on les regarde avec, un regard bah, qu'on fait un peu preuve d'empathie et qu'on se met à l'échelle et au niveau de notre enfant, bah, en fin de compte, il va nous montrer ce qu'il voit. Mmh. Il va nous montrer, à travers cet outil, sa vision du monde, à son Ouais, échelle, oui. à sa taille. Alors on va beaucoup voir de pieds de table, on va beaucoup voir de plantes, de l'appartement ou de la maison qui sont mal cadrées ou même des photos et des portraits et puis spontanément, il va, si on le laisse faire, et qu'on tout en l'accompagnant, en lui posant des questions sur ce qu'il nous montre, spontanément, il risque, un peu par moment de franchir la ligne jaune. Il risque de débarquer un matin dans la salle de bain pendant qu'on est en train de finir la douche et là, il va prendre des photos, qui peuvent être compromettantes ou gênantes et c'est l'occasion géniale pour commencer à installer un Mmh. dialogue autour de l'éducation au numérique au sens large, lui expliquer ce que c'est qu'une photo intime. Bah, non, là, tu vois, tu as pris, papa ou maman en photo, dans la salle de bain. On était, dans une position où on n'a pas envie que cette photo, elle soit diffusée et voilà pourquoi on veut pas qu'elle soit diffusée, pourquoi on veut pas que tu la conserves. Et en fait, avec toutes ces étapes et cet apprentissage au quotidien en laissant faire son enfant, on peut assez facilement commencer à lui Mmh. transmettre des petits conseils, qui vont lui être très utiles pour plus tard. Et je pense que, voilà, c'est en étant un peu créatif comme ça et en suivant son instinct, parce que nous, on n'est pas là pour dire: «Faites ci, faites ça», Oui, enfin, bien c'est sûr, bien ridicule. sûr. Je pense que chacun, on a nos appétences, mais c'est juste, hem, une vision des choses en se disant: «Bah, plutôt que de les surprotéger, sachant que ça marchera jamais, Mmh. parce que la vie est ainsi faite, on ne peut pas être des boucliers humains, pour nos enfants toute leur vie». Bah, leur transmettre des compétences en trouvant le bon outil,
en le laissant s'exprimer, bah, je trouve que c'est un bon moyen d'aborder les choses et surtout de préparer l'après justement quand ce smartphone arrivera ou que les premiers réseaux sociaux arriveront. Bah, si on a réussi à transmettre des compétences à nos enfants autour de la question de l'intimité, autour de la question du droit à l'image, de ce Oui. qu'on peut faire d'une image, d'une photo, d'une vidéo, bah, c'est quand même des super atouts pour plus tard. Le maître mot, c'est la communication, Oui, finalement. complètement. Mmh. C'est comment aujourd'hui, sans sacraliser de manière vraiment, outrancière ces outils, mais tout en étant conscient que de toute façon, ils vont prendre de plus en plus de place dans nos vies et dans celles de nos enfants, bah, on arrive à trouver, à mettre le curseur au bon endroit pour faire en sorte qu'on soit dans le juste équilibre qui repose entre interdiction, cadre éducatif, limite, mais aussi accompagnement éducatif, non pas pour protéger uniquement, mais aussi pour lui transmettre des compétences. Pour l'informer aussi. Exactement. Très bien. Et ça, cette période, j'allais dire, smartphone, combien de temps on peut, l'intégrer, avec, ses enfants? Est-ce qu'il y a une durée? J'imagine que non, pas forcément précise, c'est en fonction là aussi du ressenti de chacun. Exactement, tu as tout à fait raison. En fait, le ce que nous on observe et je pense qu'une fois encore, nos auditeurs, seront d'accord, c'est que chaque famille et chaque enfant, est différent Mmh. et qui sont les mieux placés pour savoir le degré de maturité d'un enfant? Bah, c'est les Les parents, parents. bien sûr. C'est ceux qui sont, à ses côtés tout au long de sa vie et donc c'est aussi en instaurant, comme tu le disais, cet espace de dialogue, cet espace d'échange et en s'intéressant à ce qu'il fait avec les outils. Voilà, c'est aussi ça, nous, qu'on essaie de pousser comme message, c'est changer votre regard. Aucun enfant, aucun adolescent ne met pas de sens dans ce qu'il fait dans les outils numériques. Il y a toujours un sens. Mmh. C'est devenu une vraie culture pour les jeunes, et il faut qu'on l'accepte et il faut qu'on l'accompagne. Ça ne veut pas dire tout est merveilleux et donc je pense que c'est vraiment, la notion de temps, elle est vraiment, à jauger en fonction, du contexte de la famille. Parce que évidemment que les outils numériques, ils ne jouent pas non plus le même rôle en fonction du contexte de la famille. Quand on est une famille monoparentale et qu'il y en a de plus en plus, bah, évidemment, pour, certaines mamans, parce que c'est une majorité de mamans qui sont en situation de parents solo, heu, bah, les outils numériques, oui, c'est une baby-sitter très pratique, Ouais. qui coûte pas cher et on n'est pas magicien. Donc on fait aussi comme on peut avec les moyens du bord. Donc c'est comment on adapte tout ça en fonction de la situation, sans se culpabiliser de manière outrancière et Oui. ça, c'est vrai que c'est assez compliqué par la période actuelle parce qu'on entend des discours, politiques ou médiatiques qui sont très, diabolisant soit à destination des parents, soit des outils numériques, parfois sortis complètement de leur contexte et qui font flipper tout le monde sans apporter de solution. Et nous, on essaie à l'Open et avec la Maison Bleue de porter un petit peu un message différent, nuancé pour s'adapter à chaque situation. Donc, une fois encore, faites-vous confiance Mmh. en tant que parent. Essayez de jauger, mais pour bien jauger, il ne faut pas partir avec des a priori, il faut s'intéresser à ce que fait son enfant avec l'outil. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, comment éviter maintenant la dépendance aux écrans, pardon, chez les enfants de 5 ans ou j'allais dire même un peu moins de 5 ans, parce que parfois on en voit aussi qui sont déjà dépendants fortement alors qu'ils ont 3 ans et demi, 4 ans. Donc, comment éviter cette dépendance? Oui, alors, derrière le mot dépendance, il faut peut-être un peu le recontextualiser. On entend aussi souvent, et on a choisi, aussi ce terme ensemble, parler de dépendance et non pas d'addiction et je voudrais Mhm. aussi rassurer, celles et ceux qui nous écoutent que l'addiction aux écrans, l'addiction aux réseaux sociaux et même l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas d'un point de vue scientifique. Il y a des comportements excessifs, il y a Oui, évidemment dans certains outils, certains logiciels, certains réseaux sociaux, certains jeux vidéo, certaines plateformes, des algorithmes qui sont là pour capter notre attention, on le sait toutes et tous, et pour faire en sorte qu'on y passe le plus de temps possible. Et donc les enfants bah, sont des êtres humains comme les autres et ils peuvent tomber dans ce piège. Donc il n'y a pas d'addiction, il y a une dépendance comportementale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les enfants sont petits, plus ils sont naturellement attirés par ces outils parce que bah, ils rentrent dans cette bulle, complètement. ça leur propose des contenus qui sont souvent bien faits, qui ont tendance un peu à les hypnotiser. Et je pense que pour éviter, des usages excessifs, bah, il y a évidemment, besoin qu'on accompagne, l'enfant et que ça soit pas des écrans baby-sitters.
Ça, c'est extrêmement important parce que toute la littérature scientifique actuelle va de plus en plus dans ce sens-là. À partir du moment où l'enfant est accompagné par un adulte, eh bien, on évite les effets, on évite pour partie et majeure partie des effets, des dommages collatéraux de l'impact de ces écrans sur le développement des enfants, surtout quand ils sont jeunes. Et donc, si on prend l'habitude quand l'enfant est jeune, dès qu'il est tout petit et au fur et à mesure qu'il grandit, de aussi prendre du temps et de s'asseoir à côté de lui, quand il regarde un écran, on s'aperçoit qu'on va rentrer dans une logique vertueuse qui va nous conduire à mettre des mots sur ce qu'il voit, à mettre, des mots sur des émotions qu'il a Mmh. ressenties et qu'il n'a pas su forcément verbaliser, et tout ça, ça apaise beaucoup et ça rend, ça transforme un peu ces contenus en sujets de discussion Oui. familiaux, et c'est souvent des moments hyper sympas de regarder un dessin animé avec son enfant, son premier Disney, on le regarde en famille et on en discute, et c'est souvent un des super moments pour aussi jauger, ce qu'on disait tout à l'heure, Mmh. le niveau de maturité de son enfant. Parce que tous les enfants sont différents. Bien sûr. Il y a des enfants qui ont déjà vu Le Roi Lion, 20 fois à l'âge de 3 ans et pour qui ça se passe pas trop mal, et il y a des enfants qui vont le voir une fois à 7 ans qui vont faire des cauchemars. Oui. Parce que, on a souvent tendance à trop se focaliser sur le temps passé et non pas ce qui se passe à l'intérieur de l'écran, et ça, c'est vraiment essentiel, s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de l'écran. Ça permet de mettre des mots et de jauger, voilà, de la maturité émotionnelle, affective de notre enfant pour ensuite adapter les contenus, donc ça, c'est pour la gestion de l'écran. Oui. Et puis sur le côté, éviter, cette dépendance, là, ça repose, sur notre capacité d'adulte à savoir, intégrer ces outils dans une hygiène de vie, mais faire en sorte que ça ne soit pas que ça, quoi. C'est, prendre du plaisir à faire des jeux de société, prendre du plaisir à sortir, prendre du plaisir à aller faire de la trottinette, à aller, faire du toboggan, à aller, À lire. à lire, à se balader, à jouer, à leur montrer aussi comment jouer parce qu'au début, ils savent pas. Mmh. Donc, quand les boîtes des premiers Playmobil ou autres, arrivent, ils savent pas. Donc c'est à nous de Mmh. leur montrer qu'on peut inventer un monde imaginaire, qu'on peut raconter une petite histoire avec 2 personnages Playmobil et qu'on peut partir très, très loin, très, très haut et s'amuser beaucoup. Et donc ça prend souvent du temps, bien sûr, ça nécessite un investissement, mais qui est essentiel à l'équilibre de vie, familiale, et faire en sorte justement que ces écrans ne deviennent pas une baby-sitter qui n'a pas lieu d'être, en fait. Très bien, je te remercie. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il faut du partage, de l'accompagnement, de la communication et surtout, palper le ressenti, de son enfant et ne pas le laisser seul parce que on a souvent une vision, d'adulte et on se met rarement à la place de l'enfant sur des images qu'il peut voir ou des ressentis qu'il peut avoir. Donc c'est important aussi de prendre un peu de recul et Et de faites-vous confiance en tant que parent. absolument, C'est vous qui absolument. avez les clés, c'est vous qui avez la recette, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas, submerger par vos émotions et l'émotion qu'on tente de vous imposer parfois, et faites-vous confiance. Eh bien, je te remercie, Thomas, pour, toutes ces explications très claires et je te dis, bah, à très bientôt pour un nouvel Merci Jérôme. épisode et puis, chers auditeurs, on se retrouve, prochainement pour un nouveau numéro de Viens à la maison. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.